Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck tech sur l'un de nos derniers commandants sortis dans Commander Legends, Khwain, le lapin sorcier. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler qu'on va passer par la phase de pub, et oui la phase de pub, puisqu'on va vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram par exemple, vous avez également notre adresse mail si vous voulez nous contacter en plus à côté. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, bien évidemment. Vous pouvez nous suivre sur Twitch pour voir les différents lives. Et sinon, grande annonce, ça serait peut-être bien d'aller jeter un petit coup d'œil à l'une de nos dernières vidéos qui est sortie, c'est-à-dire la vidéo la plus importante de l'année. Et j'insiste dessus, en effet, c'est réellement une vidéo extrêmement importante pour nous, puisque la tour veut mettre en place pas mal de projets autour de la communauté Commander multijoueur, et du coup on a besoin de votre aide et on a besoin de vous les présenter, surtout ces différents projets extrêmement ambitieux, et voilà, on a besoin de votre soutien pour ça. Mais les personnes dont on peut déjà compter le soutien, ce sont nombreux tipeurs qui nous ont rejoints suite à cette vidéo aussi. Donc aujourd'hui je vais tous les remercier puisqu'ils sont extrêmement nombreux, ils ont été extrêmement généreux et ils nous soutiennent à fond pour les différents projets à venir. Et j'espère que vous les rejoindrez par la suite. Sinon, écoutez, vous pouvez toujours vous abonner, liker la vidéo, commenter et la partager, ça fait toujours du bien à la chaîne. Et écoutez, si ça fait du bien à la chaîne, tant mieux, ça fait plaisir. Sur ce, on va passer au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est un nouveau deck tech. Alors, je vais déjà répondre à une question qu'on m'a souvent posée, pourquoi est-ce que je ne faisais pas plus de deck tech ? Eh bien, c'est simple, parce que j'aime bien tester les decks avant de vous les montrer. Généralement, les decks que je n'ai pas testés avant de vous les montrer, je suis moyennement satisfait des deck tech, alors que ici, en ayant pu les tester, je peux vous donner un petit peu, on va dire, de mon expérience dans ces parties-là que j'ai joué avec ces decks-là, dans la deck tech. Et aujourd'hui, on va parler de Khwain, la version lapin surprise, c'est le factotum itinérant. Donc c'est une créature légendaire lapin et sorcier 1-3 qui coûte un blanc et un bleu. Vous pouvez l'engager pour que chaque joueur peut piocher une carte, puis chaque joueur qui a pioché une carte de cette manière gagne un point de vie. Alors du coup c'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur une carte en fait qu'on pourrait qualifier de groupe Hug. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le groupe Hug, ça tombe bien parce que la semaine dernière, il y a un Nuance 2 qui est sorti sur le sujet et il paraît que c'est un petit peu lié justement au fait qu'on allait faire ce deck tech aujourd'hui. Eh oui. La stratégie groupe Hug, c'est une stratégie qui veut donner des bénéfices à tout le monde, qui veut faire en sorte que tout le monde passe une bonne partie, pour le rappeler assez succinctement. Bref, donc ici Khwain, son but c'est quoi ? C'est de permettre aux joueurs, s'ils le souhaitent, de piocher à tous les joueurs en même temps, et éventuellement du coup de gagner ce point de vie supplémentaire s'ils décident de piocher. C'est quand même intéressant parce que généralement la pioche, c'est l'un des éléments en groupe Hug qui a tendance à être beaucoup donné, on a moyen de donner pas mal de pioches supplémentaires à tout le monde avec les cartes de groupe Hug. Et derrière le point de vie c'est un petit peu moins récurrent, voilà j'avoue que donner des points de vie aux autres, ça arrive un petit peu moins souvent. L'avantage ici, c'est que contrairement à quasiment tous les commandants de groupe Hug, on est sur un commandant qui est extrêmement peu cher. Il ne coûte que 2 mana. Et du coup, ce qui fait que, écoutez, mon deck, ici celui que je vais vous présenter aujourd'hui, ne contient que 35 terrains, il n'en a pas besoin de plus, puisque déjà il y a quelques manières de rampe, mais ça je vais en parler un petit peu plus tard, mais aussi parce qu'en fait, Khwain, le but c'est simplement d'avoir au moins 2 terrains en main, dans la main de départ, donc d'avoir au moins un terrain avec du blanc, un terrain avec du bleu, et du coup de pouvoir lancer Khwain dès le tour 2 et de commencer à l'activer dès le tour 3 et faire en sorte que il puisse tout simplement faire son effet, faire piocher tout le monde et éventuellement vous ramasser des terrains supplémentaires, donc accélérer votre pioche à chaque tour. Donc voilà, du coup pas besoin d'avoir énormément de cartes pour du mana puisque Khwain généralement va vous permettre de les avoir plus facilement. C'est aussi intéressant d'avoir un commandant qui puisse arriver aussitôt avec un effet bénéfique pareil, puisque la plupart du temps, les adversaires vont vouloir voir que vous êtes vraiment un vrai deck group Hug et que vous allez vraiment vouloir les aider. Donc du coup, dire je sors mon lapin au tour 2 et dès le tour 3 je peux vous permettre de piocher en plus, c'est vraiment vous assurer et dire ok, je suis là vraiment pour être pote avec tout le monde et pour vous permettre de piocher le plus vite possible. Moi aussi j'ai envie de piocher, vous avez envie de piocher, vous avez envie de gagner des points de vie, y a pas de problème. Donc généralement c'est quand même très intéressant. Évidemment ici la partie qui nous intéresse le plus dans cette capacité c'est la pioche, le gain de points de vie est très anecdotique j'ai envie de dire, mais malgré tout c'est quand même un petit peu intéressant, ça permet de temporiser un petit peu. Donc comment est-ce que ce deck a été tourné ? Il a été tourné essentiellement autour de la pioche et autour des effets bénéfiques en général, donc tout le groupe Hug. Donc ici il n'y aura pas de version Stax, puisqu'il y a aussi moyen de faire une version comme ça de Khwain, et juste dire vous piocherez jamais parce que je serai le seul à piocher, et c'est vrai que ça a l'air intéressant d'avoir un moteur à draw juste pour 2 mana, mais non, ici on est dans une version vraiment purement groupe Hug.
Et pour ça, on va justement aborder en détail chacune des cartes de la catégorie Group Hug, puisque ce deck-là ne comporte pas uniquement des cartes de Group Hug, il comporte également d'autres cartes dans d'autres stratégies dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc pour la catégorie Group Hug, on va commencer avec les 3 premières, qui sont des cartes de pioche pour tous, la Mystique d'Akra, la Brillance des Esprits et le Folio des Fantaisies. Alors la Mystique d'Akra, en fait, elle est intéressante parce que du coup, ça n'est pas une pioche directe, il y a un petit filtrage avant, donc du coup ça permet éventuellement d'enlever tout ce qui peut être trop menaçant, c'est-à-dire par exemple les anti-enchantements et artefacts, puisqu'on en utilise beaucoup dans le Group Hug en général, tout ce qui peut être des raceborns un petit peu trop conséquents et qui pourraient vous gêner à un moment, un instant T. Donc voilà, la Mystique d'Akra, elle permet juste de dire, ok, bon, on va peut-être juste mettre la carte dans le cimetière directement, parce que là c'est trop fort, voilà, ça peut être une pièce de combo également qui part au cimetière. Mais sinon, bah, c'est une simple pioche, certes qui demande un mana blanc en plus à payer, mais vu qu'il y a ce filtrage possible, ça reste intéressant. Donc vous opérez une sorte de contrôle quand même au niveau des cartes qui sont révélées. La Brillance des Esprits, alors l'Union des Forces, c'est vraiment un effet qui est assez particulier parce que du coup, comme ça vous engage vous à payer le mana en premier, c'est assez étrange puisque du coup, oui, si vous commencez à payer facilement 2 ou 3 mana en plus pour faire piocher 2 ou 3 cartes, les adversaires vont peut-être se dire bah ouais mais je vais pas m'emmerder à payer non plus quoi. Et du coup, comme ils sont pas forcément dans une logique très Group Hug et très amicale, ils seront pas forcément tentés de rajouter du mana supplémentaire. Mais ça reste malgré tout un bon sort de pioche. Le Folio des Fantaisies, évidemment ici on est sur un bon artefact qui fait bien piocher, mais surtout qui empêche les limites de cartes dans les mains des joueurs. C'est assez intéressant parce que du coup, généralement les joueurs ont tendance à croire que un deck Group Hug qui fait beaucoup piocher, c'est un deck en fait qui veut que les mecs n'aient plus accès à leurs cartes et qu'ils soient obligés de défausser une partie de leurs mains parce qu'ils en ont beaucoup trop en main. Donc oui, non. Là ici, Folio des Fantaisies sert justement à montrer que non, ça n'est pas le cas, ça n'est pas ce but-là. Même si derrière, il y a aussi une condition de victoire possible dans le Folio des Fantaisies, si jamais on arrive à meuler en fait les adversaires avec la deuxième capacité, mais soyons honnêtes, généralement c'est pas l'objectif de ce deck Group Hug. Dans les effets un peu plus classiques de pioche, eh bien on a les effets statiques, la mine rugissante, le Kami du croissant de lune et le précepte de Crufix. Voilà déjà les 3 premiers que je vais aborder, parce que là c'est du gros classique. Mine rugissante évidemment très bien, puisque voilà ça rajoute une pioche au début de l'étape de pioche de chaque joueur. Pareil pour le Kami du croissant de lune qui fait exactement la même chose. Et le précepte de Crufix, lui il a ce petit bonus, c'est qu'il est en flash. C'est-à-dire que il coûte 1 de plus que les 2 cartes précédentes, mais étant donné qu'il est en flash, c'est ce petit intérêt supplémentaire qui est très important, parce que du coup ça vous permet de le lancer simplement avant votre tour, et vous soyez le premier à en bénéficier. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant d'être le premier à pouvoir bénéficier d'une pioche supplémentaire au début de votre tour. Et ça, ça fait la grosse différence avec le précédent de Crufix, qui est bien meilleur en fait que les 2 précédents. En continuant dans la pioche, on a Horn of Greed, la corne d'avidité, la cloche du temple, la fontaine de mythe. Alors Horn of Greed, ça fait partie de ces cartes qui sont vraiment absolument géniales, puisque c'est à chaque fois que les joueurs jouent des lands, ils vont pouvoir du coup piocher une carte. Littéralement, voilà, ça transforme tous les lands en cantrip, c'est-à-dire vous allez pouvoir piocher à chaque fois. Ce qui est quand même très intéressant, surtout quand on a des decks qui galèrent un petit peu, qui peuvent pas non plus piocher à mort, ils ont moins de terrains qu'ils vont pouvoir jouer, et du coup ils auront quand même la pioche supplémentaire. C'est quand même très sympa. La cloche du temple, elle, voilà, c'est activable, donc du coup c'est au moment que vous souhaitez l'utiliser, un petit peu à la manière de Quain également, c'est ça qui est pas mal du tout d'avoir ce genre d'effet. Et voilà, à la manière de Quain, oui, vous pouvez activer à un moment stratégique. Si par exemple un adversaire est vraiment un peu dans la mouise et que vous voulez l'aider un petit peu, vous pouvez l'activer au moment où c'est son tour pour qu'il puisse piocher une carte et éventuellement la jouer. Donc ça fait toujours plaisir, il y a un petit côté stratégique assez sympathique avec cette carte-là. Et la fontaine de mythe, c'est simple, c'est comme la mine rugissante mais en double. Ça coûte 2 fois plus cher et ça fait piocher 2 cartes de plus au début de l'étape de pioche. Voilà, c'est une très bonne carte, c'est un grand classique du Group Hug. En continuant, on a des cartes un petit peu plus originales au niveau de la pioche. On a les signes de Brinargol, l'offrande intellectuelle et le puits d'idées. Alors les signes de Brinargol, ça je les adore. J'adore cette carte. Je m'en suis procuré une dès que je l'ai découverte, tellement j'ai adoré, puisque en fait c'est un signe qui ne peut pas prendre de blessures. À la place, elles sont prévenues, et le contrôleur de la source qui devait lui infliger des blessures, à la place va piocher autant de cartes. C'est quand même assez incroyable, et j'adore ces signes, voilà, ils sont quand même majestueux, ils sont très jolis, j'aime bien l'illustration, j'aime bien le design de la carte, c'est vraiment super sympa. L'offrande intellectuelle, ça fait partie aussi de ces cartes vraiment très sympathiques, où justement vous allez donner un bénéfice à un adversaire et à vous, et vous avez en fait 2 bénéfices différents, et vous pouvez choisir 2 adversaires différents, ou bien 2 fois le même, si vous le souhaitez. Ici, on a une pioche de 3 cartes, alors c'est quand même en éphémère, c'est plutôt pas mal, et surtout vous avez en plus la possibilité de dégager tous les permanents de mon terrain.
que lui et vous contrôlez. Ce qui est bien, c'est que étant donné que Quain s'active en s'engageant, ça veut dire que vous pouvez l'activer avant d'utiliser offrande intellectuelle, ou si vous l'avez utilisé avant justement cette offrande intellectuelle, eh bien vous pouvez faire en sorte de le dégager pour le réutiliser à nouveau. Donc ça veut dire que techniquement vous permettez une draw supplémentaire avec votre commandant. Donc offrande intellectuelle ici, il est vraiment au top de la forme en fait. Il est parfait pour le deck. Et le puits d'idées, alors le puits d'idées, voilà, je vous ai parlé de tout ce qui faisait piocher une carte supplémentaire. Bah ici on est sur la même chose, mais sur un enchantement à 6. Alors là vous allez me dire, mais attends, il coûte 6 quand même, c'est un petit peu, t'exagères un peu là Thibaut. Mais non. Regardez bien, le truc c'est que lui, au lieu de vous faire piocher uniquement au début de votre tour, enfin voilà, à l'étape de pioche, il va déjà vous permettre de piocher 2 cartes au moment où il arrive sur le champ de bataille. Ce qui est plutôt cool. Là on va quand même se le dire, tout de suite, pour 6, piocher 2 cartes, et mettre un effet qui va permettre à tout le monde de piocher une carte de plus, c'est bien, ça compense un petit peu. Surtout que voilà, vous avez une rétribution tout de suite. L'autre avantage, c'est que au début de votre étape de pioche, vous piochez 2 cartes supplémentaires. Donc là, c'est légèrement asymétrique. C'est là où on voit les cartes de gros puck qui sont un petit peu... Je donne un avantage à tout le monde, mais moi j'en prends un plus gros, parce que c'est moi qui l'ai lancé quand même. Voilà, à un moment, il faut le dire. Donc du coup, ce puits d'idées, il est vraiment là pour montrer... Bon écoutez les gars, je suis sympa avec vous, mais il faut peut-être pas non plus me prendre pour un couillon, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de cartes, quoi. Donc voilà. C'est une carte à elle seule qui fait vraiment une grosse différence et qui a tendance à déséquilibrer légèrement la partie, mais on s'en fiche parce que voilà, vous êtes le gars sympa, vous êtes avec votre joli lapin qui fait des tours de magie, donc bon. Ensuite, on va parler des effets de Will. Alors les effets de Will, ou plutôt ici de Windfall, comme je vais les appeler, c'est tout ce qui fait défausser la main puis repiocher un nombre de cartes. Alors généralement c'est 7 sur les effets de Will, mais ici on parle d'un nombre et généralement plus grand, donc du plus grand nombre de cartes qui a été défaussé. Donc ici on a Flux, on a Aubaine et Archiviste de Jace. Alors Flux, je vais vous donner mon amour tout de suite pour cette carte parce que je ne la connaissais pas avant de construire ce deck. Je suis tombé dessus quand j'ai fait mes recherches avec le reste de l'équipe et honnêtement c'est une excellente carte puisque ça n'est pas une vraie aubaine, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est que aubaine vous oblige à défausser toute la main. Ici, Flux va permettre à chaque joueur de défausser n'importe quel nombre de cartes et de repiocher autant, et vous en piochez encore une de plus derrière. Donc ce qui fait quand même que vous avez un filtrage qui est offert à toute la table. Et c'est vraiment génial, parce que du coup, à la différence d'une aubaine par exemple, vous pouvez très bien garder une carte très importante dans votre jeu, défausser tout le reste de votre main, voilà les 8 cartes que vous avez en main à côté, et du coup reprendre 8 cartes et juste garder la carte essentielle. Et c'est très important, et en plus vous piochez une carte supplémentaire, donc voilà, il y a vraiment tout ce que vous souhaitez en fait, puisque vous avez un léger avantage sur vos adversaires en piochant une carte supplémentaire, c'est pas cher à lancer, ça ne coûte que 3 mana, et vraiment cet effet là de filtrage, il est excellent, et généralement, tout le monde aime Flux en fait à table, voilà, c'est vraiment une excellente carte. Alors, Aubaine et Archiviste de Jace, là vous vous dites, mais attends, pourquoi est-ce que faire un effet d'aubaine c'est intéressant pour les adversaires? Et bien justement parce qu'il y a des moments où les adversaires, vous avez beau les faire piocher, via les effets qu'on a vus précédemment, ça n'est pas suffisant, ils vont tomber sur de mauvaises cartes. Il y a aussi les mecs qui vont peut-être essayer de comboter, d'assembler les combos rapidement, du coup d'aller chercher telle ou telle carte et de la mettre dans leurs mains, et du coup vous avez moyen de leur faire défausser, ce qui est quand même assez dingue quand on est encore en bleu, je tiens à le rappeler. Mais du coup, techniquement, vous ne le laissez pas non plus avec rien. Vous allez les faire défausser, mais vous allez leur permettre derrière de repiocher autant que le plus grand nombre de cartes. Alors, ça peut être aussi une condition de win si vous arrivez à meuler vos adversaires à mort ou leur faire piocher énormément de cartes, c'est quasiment... Enfin, c'est inenvisageable, j'ai jamais vu ça, mais bon, globalement, c'est pas l'optique du deck, mais ici, c'est juste dire, ok, j'ai moyen de temporiser un peu, de donner des mains bien plus sympathiques aux personnes qui ne piochent pas de bonnes cartes, et j'ai moyen aussi de temporiser ceux qui sont un petit peu, qui ont tendance à être un petit peu trop violents actuellement, et qui sont allés chercher leurs pièces de combo et tout, et qui sont en train de ricaner dans leur coin. Voilà, généralement, aubaine, ça fait le café. D'autres cartes un peu spécifiques au niveau du groupe Hug, mais que j'aime bien, je vous avoue. Il y a le pendentif de prospérité, l'offrande bienveillante et le barracuda des marais. Alors le pendentif de prospérité, ça fait partie de ces cartes vraiment où vous faites un pote. Là c'est vrai que c'est pas symétrique, c'est vraiment une personne en particulier. Vous pouvez le donner à quelqu'un par exemple qui est un petit peu en retard dans la partie. Ça généralement quand vous le donnez à une personne qui est en retard, les joueurs vont accepter que vous ayez donné un petit cadeau supplémentaire parce que tiens, t'es à la bourre, tu t'en sors pas trop, tiens vas-y je te donne le pendentif, paf, tu vas pouvoir dépenser ton mana pour essayer de piocher et de mettre des terrains supplémentaires. Et bon, vous évidemment, vous avez un petit bonus en plus puisque vous faites la même chose mais sans avoir à payer le mana. Donc c'est quand même vraiment sympa. L'offrande bienveillante, du coup pour ceux qui ont vu la game
du Commander Legends European Tournament, je l'ai joué, et oui, ça permet de se faire un pote quand même, parce que généralement ça permet de vous défendre, mais aussi de permettre à quelqu'un d'autre de se défendre si jamais il est en retard sur les créatures, et c'est exactement ce qui s'est passé dans la game que j'ai joué. Donc voilà, c'était Simone, qui représentait l'Italie, coucou Simone, qui n'avait pas de créatures, et qui s'était fait bien bourrer depuis le début de la partie. Je lui ai filé les esprits, et ensuite derrière, on a chacun gagné pas mal de points de vie, pour compenser un petit peu le début de partie qui avait été un petit peu agressif pour lui. Donc voilà, du coup, très bonne carte, très intéressante, et encore une fois, en éphémère, toujours sympa. Et le Barracuda des Marais, je vous avoue que ça, c'est mon petit chouchou, je l'aime bien. Voilà, c'est une carte que malheureusement j'ai eu très peu d'occasion de jouer avec ce deck, mais que j'adore, parce que juste donner le flash à tous les sorts en même temps, et là, ok, de tous les joueurs, c'est quand même assez stupide. Ça veut dire généralement que les decks qui contrôlent un petit peu beaucoup, voilà, qui ont tendance à avoir du contre-sort, ils vont plus trop savoir où donner de la tête, puisque généralement personne ne va jouer pendant son tour. Donc du coup ils vont jouer au moment propice, au moment où justement il n'y aura pas trop d'occasion d'être contrecarré, etc. Donc du coup ça a tendance à mettre un petit peu le bazar dans les jeux contrôle, surtout que en plus, un peu à la manière d'une autre carte dont on parlera plus tard, eh bien le Barracuda des Marais il dit, ici quand c'est mon tour, c'est moi qui joue tout seul. Voilà, ce qui peut être très intéressant justement quand on commence à assembler un petit peu des pièces qui peuvent faire peur aux adversaires, donc pourquoi pas justement les garder pour vos tours et les jouer à ce moment-là, voilà, donc très important. Alors on a quelques cartes qui synergisent avec la pioche, alors à partir d'ici je vais pas aborder systématiquement toutes les cartes qui sont dans les catégories, je vous invite à aller voir directement la decklist qui est dans la description de la vidéo, et voilà, ici je vais aborder quelques types de cartes qui représentent bien les différentes catégories. Ici les synergies avec la pioche, et bien par exemple j'ai mis comme exemple Mère Combinatoire, Toussi, Imaginary Friend et Archive de la Marette. Alors oui, Mère Combinatoire très fort, surtout si on peut piocher beaucoup de cartes par tour, et ça permet d'avoir des défenseurs parce que d'ailleurs je vous avoue que le nombre de créatures dans le pack est quand même assez limité, même très réduit je dirais, et du coup en plus c'est pas forcément des créatures défensives, ça peut être des créatures utilitaires, hein, vous l'avez vu, et bien Mère Combinatoire lui va nous permettre d'avoir un petit potentiel de grosses créatures qui peuvent nous défendre au cas où il y aurait de grosses bêtes aussi en face. Derrière on a Toussi qui est complètement synergique avec la pioche, hein, je veux dire voilà, plus vous piochez, plus vous mettez de marqueurs sur lui, et quand il s'en va, et ben en plus il vous pouvez piocher en plus en fonction de ce que vous avez déjà pioché auparavant pendant qu'il était là. Oui, c'est très fort, voilà, Toussi est quand même une de ces cartes que on adore dans les jeux pioche en général, en plus des jeux marqueurs, et voilà, bah oui, évidemment qu'il faisait sa place ici. Archive de la Marette, bien sûr, ce n'est pas la seule carte qui fait le même effet du pack, mais celle-ci, elle est tellement bien placée ici, parce qu'on parle de gagner des points de vie, on parle de piocher, ce que fait notre commandant, et du coup, Archive de la Marette ici va nous permettre de doubler la pioche et le gain de points de vie, en plus de notre pioche de départ, ce qui est juste débile. En plus, vous pouvez très facilement vider votre bibliothèque, littéralement avec Archive de la Marette, sur le champ de bataille, si vous avez des gros effets qui permettent de piocher beaucoup de cartes en même temps. Donc oui, c'est très puissant et ça fonctionne très bien ici avec Quain. La catégorie Pile Forte, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Pile Forte c'est simplement se protéger, empêcher les adversaires de nous attaquer, les dissuader de nous attaquer, avec différentes cartes, parce qu'on a envie d'être laissé tranquille. Et Pile Forte c'est très synergique avec le groupe Hug. Pourquoi ? Mais parce que on est en train de mettre des effets positifs, des effets bénéfiques pour tout le monde dans la partie. Donc ça a tendance aussi un petit peu à accélérer tous les jeux, et notamment les jeux qui sont parfois un petit peu aggro, et qui ont parfois eu un bon départ déjà de base sans même notre aide. Donc du coup on peut se retrouver très facilement avec un gars qui va dire oui bah c'est bon, j'ai bien pioché et tout ça, mais moi je m'en fiche, j'ai pas envie que les autres y piochent plus, et comme je peux pas gérer tes enchantements et tes artefacts, et bah je vais faire en sorte de te défoncer la gueule. Et du coup ça on ne peut pas, voilà, notre jeu n'est pas prévu pour être très agressif et pouvoir se défendre très facilement, donc on est obligé de mettre une partie de Pile Forte pour ça. Et voici quelques exemples, là on a la prison fantomale, le seuil de la providence et la sphère de sécurité. Alors prison fantomale n'étant pas la seule dans la même catégorie bien sûr, mais toujours pour prison fantomale et sphère de sécurité, faire payer du mana aux adversaires en fonction du nombre d'enchantements, ça a l'air quand même intéressant, puisqu'il paraît qu'il y a légèrement beaucoup d'enchantements dans ce pack, que voilà, c'est quand même, les effets généralement de groupe Hug sont beaucoup sur les enchantements, et les artefacts également, mais du coup la sphère de sécurité elle est très bien ici, et prison fantomale déjà donne un bon bonus en disant 2 de base pour chaque créature qui veut m'attaquer, voilà. Le seuil de la providence il est un petit peu particulier parce que lui il n'empêche pas l'attaque, chaque fois que quelqu'un va vous attaquer en fait vous allez au moins piocher une carte, et du coup ben c'est encore une fois de la pioche, des ressources en plus pour vous, donc voilà,
ça va légèrement dissuader les adversaires, même si c'est pas aussi efficace qu'une belle prison fantomale ou sphère de sécurité avec 6 enchantements dans le champ de bataille, c'est sûr que ça fait plaisir. Aussi d'autres cartes pour se protéger un petit peu, j'en ai parlé, on a évoqué le Barracuda tout à l'heure, le voici, c'est le Grand Abolisseur, on a également Guafa Azid, Mercanti, et on a l'Arbitre Silencieux. Le Grand Abolisseur, pourquoi? Parce que oui, pendant votre tour, vous n'avez pas envie de vous faire contrecarrer parce qu'un mec va vous dire « Non, j'aime pas le fait que tu joues tes effets bénéfiques, je veux pas que tu continues à en mettre. » Non, voilà, moi j'ai envie de continuer à en mettre, je suis là pour donner voilà, sortir plein de magie de mon chapeau. Et bah écoutez, je vais jouer pendant mon tour des bons gros sorts, des trucs qui sont intéressants pour tout le monde. Du coup, Grand Abolisseur, il est toujours intéressant dans ces jeux-là. Guafa Azid Mercanti, alors lui c'est vraiment pour le fun, je vous avoue qu'il est là, parce que c'est quand même une carte, voilà, qui est juste... très flavor, voilà, le petit marqueur pot de vin sur une créature, bah tiens, tu peux pas attaquer, ni bloquer, c'est plutôt sympa. Et là, bon, hein, voilà, c'est plutôt sympathique, c'est vraiment la logique du blanc-bleu en disant, bon écoute, on est potes, allez vas-y, tu fais rien, voilà. Et bon, c'est intéressant, bien sûr. L'arbitre silencieux, lui, il est là pour réduire au maximum le nombre de créatures attaquantes, parce que face à certains jeux, en fait, comme, j'ai envie de dire les jeux jetons, si jamais vous n'avez pas votre propagande ou votre sphère de sécurité, généralement, vous allez avoir un petit problème. Donc du coup, tous les jeux qui ont des petites créatures, un grand nombre de petites créatures, plutôt qu'un petit nombre de grosses créatures, l'arbitre silencieux, il est là pour ça, tout comme une bonne partie des autres cartes de Pillow Fort. Le seul problème, c'est que l'arbitre silencieux, bah ouais, en effet, s'il y a une grosse bête en face, ça devient un peu plus compliqué pour lui. Et enfin, la dernière carte de Pillow Fort que je vais aborder toute seule, parce qu'elle est vraiment très à part, c'est le bâton de domination, et oui, qui a été réédité en plus dans Commander Legends. Et bah écoutez, le truc c'est que le bâton de domination ne fait pas que empêcher une créature d'attaquer, puisqu'il engage une créature ciblée. Ici on n'a pas de réel combo avec le bâton de domination, mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est le fait qu'on puisse dégager Quain grâce au bâton. C'est-à-dire pour 3, vous l'engagez, vous dégagez Quain. Si vous avez encore un mana derrière, vous pouvez à nouveau dégager le bâton pour derrière à nouveau dégager Quain une fois supplémentaire. Et donc on se retrouve avec en fait un moteur à value qui peut soit bloquer les créatures adverses, soit nous permettre d'utiliser la nôtre plus souvent, et soit piocher tout simplement. Mais bon, j'imagine qu'avec un commandant comme Quain, on va plutôt s'intéresser à la capacité qui permet de le dégager plutôt que de piocher une carte avec bâton directement. On va parler des win-con, parce que oui, il y a quelque chose qui est assez méconnu dans les decks group hug, c'est qu'il faut prévoir des win-con. Le but du deck group hug, ça n'est pas uniquement de donner des bonus, c'est de dire oui voilà, c'est bon, faites votre partie, moi je vous donne des bonus, allez vas-y, tiens, tu veux du mana, tiens vas-y, tu prends du mana, tu veux des cartes, tiens vas-y, prends des cartes. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est que le deck group hug, il fasse en sorte que la partie soit équilibrée, que ça se passe bien. Mais il faut aussi qu'à un moment, il ait possibilité, grâce à quelques effets, de gagner la partie. Le but étant quand même de ne pas faire en sorte que ça soit le principal objectif d'un deck group hug. Le principal objectif d'un deck group hug, c'est qu'on passe une partie sympa, et que tout le monde, d'accélérer la partie, et que tout le monde passe une partie agréable. Là, les win-con, elles sont là pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut quand même que moi, si jamais je domine la partie pour une raison ou une autre, que voilà, j'ai peut-être bien installé mon Pillow Fort, etc., il faut que je puisse gagner la partie, si jamais voilà, je suis en position où je me fais pas trop emmerder, et que je domine quand même un petit peu. Donc voilà, il vaudrait mieux quand même que celui qui distribue les jokers puisse être capable également de gagner à un moment. Mais je n'ai pas mis beaucoup de win-con pour une raison très simple, vu que ce n'est pas mon plan de jeu principal, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit un maximum réduite, et en plus, que ce ne soit pas forcément les plus efficaces. Voilà, parce que je veux dire, je pourrais très bien avoir des win-con très très efficaces dans le pack, mais ici je suis allé un petit peu plus mollo, et il y en a peut-être même certaines qui vont disparaître. Je vais commencer par parler du duo terrible, l'Oracle Tassa et Jace Porteur de Mystère, et là vous allez me dire, mais attends, il n'y a pas de manuel du laboratoire? Non, j'ai refusé de le mettre parce que j'ai trouvé que ça faisait trop. Voilà, je n'ai que 4 win-con dans le pack, et ça c'est les deux qui sont les plus consistantes, j'ai envie de dire, les deux autres sont un petit peu plus, voilà, gérables. D'ailleurs, même l'Oracle de Tassa aujourd'hui, voilà, j'ai une hésitation sur le fait de le garder dans le pack pour la suite. Voilà, j'ai peut-être envie de le supprimer parce que je le trouve trop facile en fait, vu que je peux piocher énormément de cartes rapidement. Eh bien, l'Oracle de Tassa a tendance à être une win un petit peu trop facile. Je préfère Jace, parce que Jace, il faut le lancer, il faut qu'il se résolve, et en plus derrière, il faut qu'il puisse faire sa capacité, qu'il soit pas détruit en réponse, voilà, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Donc voilà. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Oracle de Tassa, je le trouve un petit peu trop fort par rapport à
à mon deck, donc peut-être que ça va être une wincon en moins, voilà, que je vais réduire encore mes wincons, et me contenter de le Jace dans la stratégie, je pioche toute ma bibliothèque. Ensuite derrière, on a, alors là maintenant ça passe au blanc, on a Souverain Felidar et Approche de Second Soleil. Bah oui, Souverain Felidar, vous allez me dire, ouais c'est vrai, t'as tendance à gagner des points de vie, c'est sûr, on a tendance à gagner des points de vie, après bon, tant qu'on se fait pas bourrer la gueule à coups de gros dinos par exemple, mais le Souverain Felidar, l'avantage c'est que du coup, lui il fait la condition de victoire, elle est au début de votre entretien, donc du coup vous avez un tour complet durant lequel vous devez attendre, à moins que vous puissiez assembler le Barracuda juste avant, voilà, hein, je dis ça, je dis rien, mais voilà, du coup le Souverain Felidar il est vraiment intéressant parce que il laisse logiquement un tour de table complet pour qu'on puisse gérer une créature, ce qui est généralement faisable, je veux dire voilà, une Vras, un anti-bête, peu importe, il y a vraiment tellement de moyens de le gérer que du coup ça me dérange pas de le jouer en tant que wincon ici, c'est une wincon plutôt sympathique et plutôt tranquille quoi. L'approche du Second Soleil, elle aussi c'est un peu une wincon tranquille, sauf quand vous avez réussi à assembler beaucoup trop de moteurs à pioche, voilà, il faut le dire. Ou également une autre combo avec Inversion de Narset qui est également dans le pack, mais dont je ne parlerai pas parce qu'elle sert essentiellement à ça ou bien à se protéger, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, Approche du Second Soleil qui est juste complètement stupide, et voilà, il faut juste réussir à piocher énormément de cartes quoi. Alors on va passer maintenant à la catégorie des tutors, des tutos. Alors là vous allez me dire, mais attends Typo, je pensais qu'on n'essayait pas d'aller chercher nos conditions de victoire. Eh ben non, en fait les tutos que je vais aborder ici ne touchent absolument pas les différentes conditions de victoire, parce qu'on a des créatures Planeswalker et rituels. Ici on va parler d'artefacts et d'enchantements avec Enlightened Tutor, la préceptrice éclairée, et fabrication. Alors, pourquoi jouer ces deux tutors là en particulier ? Déjà parce que ce sont des bons, déjà de base, et en plus parce que le petit problème qu'on peut avoir, c'est que des fois on peut avoir un début de partie dans lequel, une main de départ, où on n'a pas nos cartes de groupe hug, on a juste notre commandant en zone de commandement, et c'est un peu dommage. Donc du coup, avoir la préceptrice éclairée et fabrication, ça nous permet d'aller chercher nos artefacts, nos enchantements qui vont nous permettre de faire du groupe hug, ou éventuellement de nous protéger aussi, puisque les enchantements, dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a la plupart des cartes de pile forte également, donc voilà, on compte beaucoup sur les enchantements et les artefacts dans ce pack, donc il faut aller les chercher, et pour pouvoir s'adapter à la situation que vous avez en face de vous, donc soit des joueurs qui sont peut-être trop agressifs, donc du coup vous avez besoin de votre enchantement pour jouer un peu pile forte, soit vous avez besoin de faire plus de group hug parce que vous n'en avez pas assez sur le champ de bataille et c'est pas très convaincant, voilà. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir ces deux tutos là. Et en plus à côté, je vous ai mis, alors, ce ne sont pas des tutos, mais je me voyais mal les mettre dans une autre catégorie puisqu'ils sont là littéralement pour copier d'autres effets que vous avez déjà. L'invocation d'Estrid et la création du miroir. Et oui, deux très bonnes cartes, puisqu'encore une fois, comme on parle beaucoup d'enchantements et d'artefacts, ici, Invocation d'Estrid va nous permettre de copier un de nos enchantements, mais surtout en fait de changer aussi l'enchantement que vous souhaitez copier au début de votre entretien. Donc ça c'est quand même assez dingue, parce que vous pouvez très bien dire, ok, du coup au début ça peut être une copie d'un enchantement qui fait piocher tous les joueurs au début de leur tour, ok d'accord, sympa, mais par contre, à un moment où la partie elle commence à s'accélérer un petit peu, qu'il y en a qui commencent à devenir un petit peu trop agressifs, je peux dire ok, je vais juste la transformer en une carte de pile forte qui me permet de me protéger beaucoup mieux. Donc c'est intéressant. Et ici en plus la création du miroir, étant donné que ça n'est pas uniquement une copie d'enchantement mais également une copie d'artefact, ça lui donne encore plus de flexibilité. Donc vraiment les deux sont très très bien dans ce pack où on compte beaucoup sur ces deux types de cartes. Alors un deck group hug n'est pas non plus un deck qui se laisse marcher sur les pieds. On va également intégrer de la gestion et de la protection. Alors ici, je vais pas vous faire la liste parce qu'elle est quand même assez longue. Je vais vous parler de quelques cartes que j'adore parmi celles-ci. Et je vais vous en parler de 6. Voilà, 6 d'entre elles qui sont vraiment très sympathiques. Parmi les 12 qui font partie de la catégorie gestion-protection. Alors, on a tout d'abord le Déni des Arcanes, l'Éthérisation et les Reines du Pouvoir. Déni des Arcanes, je pense, c'est devenu un grand classique puisqu'en fait, on est sur un counter-spell qui fait piocher. Voilà, qui vous fait piocher vous, qui fait piocher aussi l'adversaire dont vous avez contrecarré le sort, ce qui est plutôt sympa, parce que ça veut dire qu'on le laisse pas non plus à poil, quoi. Il a pas utilisé une carte pour rien, il a utilisé une carte pour en gagner 2 autres derrière, sympa. Donc voilà, ça compense un petit peu le côté on contrecarre des sorts. Et généralement, tous les contre-sorts qui ont été mis dans le pack, ici, sont des contre-sorts qui permettent aux joueurs adverses de piocher. Donc du coup, de ne pas se retrouver juste, ouais, ok, d'accord, j'ai perdu une carte, quoi. Non, t'inquiète pas, je vais te faire piocher. Voilà. C'est juste, ta carte je l'aime pas, mais voilà, je suis pas méchant vis-à-vis de toi. Voilà, faut partir dans cette logique-là, c'est qu'on fait ces choix-là pour dire aux joueurs, oui, j'ai décidé de te contrecarrer ton sort, pas parce que je t'aime pas, juste parce que la carte en question, en fait, elle nuit un petit peu à l'équilibre que j'essaie de mettre en place dans la partie.
Etherisation, alors oui, c'est une excellente carte, voilà, renvoyer toutes les créatures attaquantes dans la main de leur propriétaire, c'est très bien, surtout qu'en plus ça permet de protéger également les adversaires. Voilà, étant donné qu'on est en multijoueur, des fois on peut être tous attaqués en même temps, ça permet de protéger tous les joueurs en même temps, d'une attaque un petit peu massive. Donc ça donne un petit côté aussi assez politique, où vous allez pouvoir du coup vous faire des alliés de circonstance. C'est voilà, dire ok bah écoutez les gars, vous allez être contents parce que je peux gérer en plus les créatures qui vous attaquent. Et là, c'est sympa. Donc oui, Etherisation, une très bonne carte, un gros classique. Les Reines du Pouvoir, c'est l'une de mes cartes préférées, et c'est potentiellement une condition de win aussi, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi ? Parce que Reine du Pouvoir va prendre le contrôle de toutes les créatures du joueur ciblé, de l'adversaire ciblé, et les échanger avec le contrôle de nos propres créatures. Alors je vous avoue que généralement, quand vous filez juste un lapin ou un petit esprit en plus, il n'y a pas grand chose en fait, voilà. Le nombre de créatures dans le deck étant autant limité, bah, si vous arrivez à prendre le contrôle d'un board beaucoup trop important, ça peut se solder en fait par une win de votre part, puisque bah, vous pouvez retourner littéralement le plan de jeu de l'adversaire contre lui. C'est quand même assez couillu. On a également Mauvais Virage, Identité Fracturée et Play of the Game. Mauvais Virage, donc une nouvelle carte de Commander Legends également, et je vous avoue que je l'adore parce que voilà, vous donnez le contrôle d'une créature, alors n'importe quelle créature, voilà, donc ça peut être une des vôtres ou une d'un adversaire, à un autre adversaire. Donc là, vous pouvez pas prendre le contrôle vous-même, c'est sûr, mais c'est en éphémère, et c'est suffisamment sympa en fait parce que vous pouvez enlever littéralement une créature attaquante, voilà, donc c'est quand même intéressant, et en plus la filer par exemple à celui qui était attaqué, voilà, imaginons. Donc ça permet de rétablir un équilibre aussi au niveau du board en disant voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de créatures, qui peut pas beaucoup se défendre, s'il est face à un jeu aggro, eh bien je peux éventuellement lui filer le contrôle d'une des créatures du joueur aggro. Identité Fracturée, c'est partie de ces cartes que j'adore, mais alors en plus, voilà, parce que bon, exiler un permanent non terrain, d'accord, c'est sympa, voilà, ça coûte cher, c'est 5, t'es là, ouf, ouais, ça pique un peu. Oui, mais en fait, faire en sorte que vous fassiez une copie sous le contrôle de chaque autre joueur, c'est un petit peu débile, surtout par exemple quand vous jouez ça sur une de vos propres cartes de groupe Hug. Voilà, par exemple, la Fontaine de Mythe. Dire, normalement, chaque joueur pioche 2 cartes de plus au début de sa pioche. Maintenant, en fait, je vais faire une identité fracturée dessus, vous allez chacun en gagner une copie. Du coup, on va piocher 6 cartes en plus au début de notre étape de pioche. Donc ça devient assez stupide. Et c'est juste, ça permet de faire pas mal de choses, ça permet de rétablir l'équilibre, ça permet d'avoir des cartes utilitaires qui viennent d'un joueur et dire ok, bon, toi t'es en train de prendre de l'avance, écoute, on va te rattraper tout de suite en faisant chacun une copie. C'est plutôt sympa. Le Play of the Game, alors avec un nom pareil, on s'attendrait à ce que ça fasse gagner la partie, mais non, ça exile tous les permanents non terrain. Ce qui est pas vraiment très sympa par rapport à notre plan de jeu, puisqu'on joue beaucoup artefacts et enchantements, et malheureusement on a peu de manières de les récupérer. Le souci ici, c'est que Play of the Game, ça fait partie de ces Vras qui sont un peu indémodables, surtout quand on joue un jeu group hug, on a l'assist qui est dessus, c'est-à-dire qu'un joueur peut nous aider en payant une partie des manas génériques du sort, pour pouvoir le lancer plus tôt dans la game, donc voilà, on pourrait très bien le lancer au tour 4 par exemple. Voilà, on demande à un adversaire d'engager 4 mana pour qu'il puisse payer ce sort là avec nous. Donc vraiment très intéressant, et juste parce qu'il y a la capacité assist, je pense que c'est assez flavor de le mettre dans ce deck. On va parler un petit peu de rampe. Alors il y a 9 cartes de rampe dans le pack, la plupart sont des cailloux qui sont un petit peu classiques, mais je vais vous parler de 3 cartes qui sont très importantes dans ce deck. Le projecteur spectral, le gardien de l'accord et la dîme étouffante. Le projecteur spectral, pourquoi ? Parce qu'il est dans une pure logique group hug, voilà. Donner au joueur ciblé un mana de la couleur de son choix, t'es là, ok, c'est bien. C'est vraiment bien, c'est super sympa. C'est le genre de caillou en fait qui fait juste dire, quand tu l'utilises, t'es le good guy, voilà. T'es le gars qui va donner le petit mana qui manque parce que j'ai loupé un land drop, etc. Donc voilà, quand vous pouvez pas aider au niveau de la pioche, vous pouvez au moins aider en donnant un mana supplémentaire à un joueur. Le gardien de l'accord, c'est une carte de rampe très sélective, puisque du coup on est toujours sur cette condition du blanc qu'il faut qu'il y ait un adversaire ait plus de terrain. Mais comme ça se répète au début de l'étape de fin de chaque adversaire, c'est quand même largement suffisant. Et en plus, il y a quand même un petit bonus, parce que bon, je vous ai parlé que c'était une carte de rampe, mais elle est là aussi pour une raison très simple, c'est la première capacité, c'est juste dire, si j'ai pas cette créature, ce qui va généralement être le cas parce qu'on n'a pas beaucoup de créatures dans le pack, le gardien de l'accord va nous créer, au début de l'étape de fin, un jeton soldat en plus. Ce qui fait qu'on nous gagne de la défense derrière en bonus, et c'est très important d'avoir de la défense pour pouvoir éviter de se faire rouler dessus. Enfin la dîme étouffante, alors là vous allez me dire, attends mais t'avais dit que tu jouais pas Stax.
Oui, je suis d'accord. En fait, la dîme étouffante, à chaque fois que je la joue, je la présente de la même façon à mes adversaires. Je dis, c'est simple, depuis tout à l'heure, je vous fais piocher beaucoup. J'ai mis en place de la pioche un peu à droite à gauche. Vous piochez 4 cartes par tour. Moi, le problème c'est que je pioche aussi 4 cartes, mais je rampe pas je suis pas en vert, je rampe pas non plus des masses. Donc du coup, j'aimerais bien faire en sorte d'avoir des manas supplémentaires, même s'ils sont que temporaires, hein, ce sont quand même que des trésors, hein. Eh bien, j'aurais moyen du coup d'avoir des manas supplémentaires pour jouer ces cartes plutôt que de devoir me défausser des effets bénéfiques. Et c'est aussi sincère que ça, je vous avoue, il n'y a rien de plus, parce que la dîme étouffante, en fait, elle est vraiment là pour dire, ok, je vais vous faire piocher les gars, bah du coup ne payez pas 2, vous allez gagner votre point de vie, vous allez piocher votre carte, mais moi je gagne juste un mana supplémentaire pour faire en sorte de pouvoir rejouer avec la dîme étouffante, du coup d'autres cartes que je viens de piocher. Donc voilà, c'est très intéressant, très important, mais c'est très politique aussi, et il faut réussir vraiment à la jouer au moment où les adversaires vont pas être trop tendus par rapport à ça, et ils vont accepter, ils vont avoir vu que vous êtes un gars sympa, que vous filez des cartes à tout le monde, que vous avez des effets bénéfiques pour tout le monde, et du coup la dîme étouffante, elle doit passer un peu crème, comme ça. Et finissons avec les terrains spéciaux, et oui, il y a pas mal de terrains spéciaux dans ce pack, mais il y en a 6 dont je vais vous parler en particulier. Les ruines de l'académie, le mégaron de la générosité d'Héliode et le sanctuaire mystique. Alors ces 3 premiers, ils sont là chacun pour récupérer des cartes particulières, des types de cartes particulières du cimetière. Donc on a les artefacts, logique, puisque bon, on compte beaucoup sur les artefacts pour la catégorie group hug, bien sûr. On a le mégaron de la générosité d'Héliode qui va nous récupérer les enchantements, de la même façon. On a besoin de récupérer nos enchantements, hein, voilà. Et le sanctuaire mystique qui va nous permettre de récupérer éphémères et rituels. Donc là déjà, avec ces 3 cartes, on peut récupérer 4 types de cartes différents qui sont extrêmement importants pour notre jeu, c'est-à-dire les éphémères rituels pour la gestion, pour la protection, les enchantements pour notre catégorie group hug et également pour la catégorie pilot forte, et les ruines de l'académie, surtout pour la catégorie du group hug, mais également, pourquoi pas un petit peu de pilot forte, un petit peu de ceci, cela. Minamo School at Water's Edge, Mikokoro, Center of the Sea, le centre de la mer, et le terrain des charognards. Alors pourquoi Minamo? Parce que Minamo permet de dégager un permanent légendaire. Eh bien oui, étant donné que notre Quain va pouvoir activer sa capacité, vous allez pouvoir le dégager pour un bleu, et du coup, littéralement pour un mana supplémentaire, enfin 2 manas techniquement, puisqu'il y a Minamo qui s'engage également, pour 2 manas, vous allez pouvoir refaire la capacité de Quain, c'est quand même plutôt sympathique. Mikokoro, là on est sur une pure carte de group hug, voilà. Faire piocher tous les joueurs, juste avec une simple capacité pour 2, c'est super sympa, ça fonctionne bien. Et le terrain des charognards, alors là vous allez me dire, mais attends, pourquoi le terrain des charognards, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que, une fois de temps en temps, gérer les cimetières, ça fait pas trop de mal. L'anti-cimetière en blanc-bleu, bon, on aurait pu mettre Rest in Peace, si on voulait. Mais bon, ici l'objectif c'est de faire en sorte que le terrain des charognards soit vraiment juste... Il y a un jeu qui profite trop du fait qu'il pioche beaucoup de cartes pour en défausser, et pour faire la réanimation derrière, et du coup, ce terrain des charognards nous permet de répondre un petit peu à cette provocation, de cette utilisation de notre plan de jeu, et du coup faire en sorte que les cimetières ne deviennent pas un moteur à agressivité. Bref, on est arrivé au bout du deck, que dire de ce deck? Ce deck je l'aime beaucoup, je l'ai déjà joué plusieurs fois, du coup vous l'avez vu durant la vidéo Commander Legends European Tournament, mais également j'ai pu le jouer plusieurs fois en live. J'ai pu le retester également à côté, et honnêtement c'est fort sympathique, la courbe de mana est quand même assez basse, de manière générale en fait les coûts au niveau des cartes sont assez bas, ça permet de mettre en place rapidement notre plan de jeu, et faire en sorte que notre lapin, il soit au top de sa forme. Ici le but avec Quain, vraiment, c'est le but que j'ai eu à chaque partie, c'est juste de dire, ok, je vais essayer de faire en sorte qu'ils piochent beaucoup, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir les aider quand ils veulent, de prendre parfois des décisions qui m'avantagent pas moi, mais qui avantagent la table en général, ou qui avantagent une partie des joueurs en général. Et du coup derrière, si jamais j'ai l'occasion, que j'ai les étoiles qui s'alignent, que j'ai mes wincons qui sortent et que je me dis ouais je suis en position de gagner, du coup éventuellement essayer de les jouer. Elles sont contrecarrées, c'est pas grave, on va continuer à jouer sans problème. Et puis voilà, mais donc voilà, je suis très fan de ce deck, je suis très fan du group hug en général, et peut-être que c'est une nouvelle tradition pour Noël, où on va vous faire un deck group hug par an, voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous mettriez en plus dans le deck. N'oubliez pas que je n'ai pas parlé de toutes les cartes, j'ai parlé des cartes qui représentaient justement certains types de cartes qui sont en plusieurs exemplaires dans le deck, voilà, hein. Et je vous invite à aller voir la decklist dans la description de la vidéo pour voir tout ça. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous, bye bye.